Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Monde en mouvement. Nouvelle collection pluridisciplinaire, dirigée par Fabienne Le Houerou. Monde en mouvement, publie des travaux en sciences humaines, histoire, sociologie, anthropologie, géographie sur l'immigration, les migrations forcées, les diasporas et les crises humanitaires dans les relations internationales. Les espaces explorés sont méditerranéens, maghrébins, africains, moyen-orientaux et extrême-orientaux. Les publications s'intéressent à la thématique du mouvement et de l'humanitaire dans un monde global. L'axe humanitaire comprend plusieurs volets dont des études sur le genre et l'exil, gender, exil and persecution, les violences faites aux femmes dans les situations de conflit. Nous insisterons sur le rôle des médias et des images dans la construction des figures victimaires. La plupart des ouvrages s'appuient sur une méthodologie originale, exploitant des enquêtes filmées comme source scientifique à part entière. Cet intérêt pour la polyvalence des sources est une des dimensions les plus significatives de cette collection qui publie des ouvrages assortis de DVD ou en lien avec la VOD, YouTube, Dailymotion. Périple au Maghreb est le premier ouvrage collectif de cette collection. Il nous invite à questionner les cohabitations plurielles de nos mondes contemporains. Remerciements. Je tiens à remercier mes professeurs, Madame Fabienne Le Houerou et Madame Christelle Carrier-Sabourin, qui m'ont chacune à leur manière permis de réaliser cet ouvrage. Merci à Monsieur Patrice Pourtal pour ses conseils et encouragements lors des recherches et de la rédaction du travail universitaire dont cet ouvrage est issu. Merci à l'IEP d'Aix-en-Provence de m'avoir fourni le cadre universitaire nécessaire à tout travail de recherche. La gentillesse, la disponibilité et la profonde humanité du général Roméo Dallaire lors de notre rencontre à Ottawa en 2011 m'ont beaucoup marqué. Je le remercie pour les leçons de courage que la lecture de son livre et l'élaboration de ce travail ont pu me donner. Je remercie enfin très chaleureusement mes proches pour leur présence tout au long de l'élaboration de ce travail, et notamment ceux qui ont eu la gentillesse de le relire et de me faire part de leurs remarques. Merci à Pauline. Préface. Chef de la Minuar, le général canadien Roméo Dallaire est un acteur engagé dans la catastrophe humanitaire, qui, comme le drame bosniaque, a brisé en 1994 l'illusion lyrique née de la fin de la guerre froide. Le génocide au Rwanda met alors cruellement au jour les limites des missions de paix des Nations Unies, mais contribuera à la naissance, longtemps attendue, de la justice pénale internationale. C'est donc la voix originale d'un officier emporté dans une mission que ni sa formation, ni sa carrière ne permettaient d'envisager, à qui Agathe Plochu donne l'écho qu'elle n'avait pas eu pour un lecteur français. Elle décrit avec clarté la mise en question par l'ONU de ses missions militaires, l'évolution de leur cadre juridique comme de leurs limites. Mais c'est aussi le travail d'une très jeune chercheuse qui, forte de ses études littéraires et politiques, a pu saisir la dimension humaine d'un engagement, et s'inscrire ainsi dans l'un des champs les plus actuels de l'étude des relations internationales. Patrice Pourtal. Professeur de chaire supérieure d'histoire. Chargé d'enseignement à l'IEP d'Aix-en-Provence. Source ONU. http://www.dept/cartographique/map/profil/glr.pdf. Source ONU. http://www.dept/cartographique/map/profil/rwanda.pdf. Introduction. Le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 a été l'une des crises humanitaires majeures de la fin du XXe siècle. Nous proposons ici d'aborder les événements rwandais à l'aune des interactions entre les sphères militaires et humanitaires. Il ne s'agit pas ici d'étudier le génocide en tant que tel, mais le cas du Rwanda nous servira de point de départ pour comprendre les logiques qui président aux relations entre États du Nord et États du Sud lors de catastrophes humanitaires. La mission des Nations Unies pour le Rwanda, MINUAR, une modeste mission de maintien de la paix de l'ONU, se trouve à partir du 6 avril 1994 aux prises avec une guerre civile et un génocide qu'elle n'a ni les moyens ni l'autorisation de combattre. Dirigée par le général canadien Roméo Dallaire,
La Minuar est alors à la confluence des thématiques militaires, humanitaires et éthiques. Cette position délicate permet d'éclairer le rôle des casques bleus, leurs limites et ce que la communauté internationale peut attendre des opérations de maintien de la paix. Le général Dallaire, depuis son retour au Canada, pose un regard critique sur cette mission au travers de conférences, mais aussi grâce à son témoignage, consigné dans le livre Shake Hands with the Devil, J'ai serré la main du diable. Le choix de ce personnage atypique comme témoin principal et point d'entrée de notre étude dans le système onusien et plus largement international, n'est pas anodin. Dans un contexte de désenchantement de la communauté internationale pour ce qui est de la capacité à défendre l'humanité là où celle-ci se trouve bafouée, l'action du général Dallaire permet de voir, par-delà l'horreur du génocide, que l'héroïsme et l'humanité existent encore. Les questions soulevées par notre analyse sont évidemment brûlantes, puisque les débats sur la scène internationale concernent des problématiques auxquelles l'étude du génocide rwandais peut répondre. Le champ d'intervention des missions de maintien de la paix, les logiques de puissance, le droit d'ingérence humanitaire, la responsabilité de protéger, etc. Que le génocide rwandais se soit déroulé, en l'absence des Nations Unies, ou presque, que l'ONU ait laissé Roméo Dallaire seul avec une poignée d'hommes pour essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être, soulève de très nombreuses questions quant à la capacité de la communauté internationale à répondre efficacement à des crises majeures. Puisque les crises humanitaires sont aujourd'hui des enjeux stratégiques essentiels, l'étude des logiques géostratégiques à l'œuvre dans la crise rwandaise permet de mieux comprendre les défis contemporains, les rapports de puissance ainsi que le rôle et les limites des Nations Unies dans la gestion de l'ordre mondial au XXIe siècle. Ce livre trouve donc toute sa place dans la collection Monde en Mouvement, qui accorde une place essentielle aux publications consacrées aux crises humanitaires dans les relations internationales. Cette collection met un point d'honneur à convoquer des sources plurielles et originales, pour sortir des sentiers battus de la recherche universitaire et offrir ainsi un regard neuf sur les grands enjeux humanitaires contemporains. Dans cette optique, notre ouvrage se base sur une démarche de recherche et sur une collecte minutieuse de documents d'archives. De nombreuses sources primaires sont ainsi convoquées, comme les archives secrètes de l'Élysée à l'époque du génocide, les documents d'archives INA, les résolutions de l'ONU, les débats ou encore les rapports internes de l'organisation rendus publics. Les analyses des universitaires et spécialistes reconnus de la question, ainsi que les témoignages vidéo, les écrits ou encore les publications des différents acteurs tiennent également une place essentielle dans l'appréhension des événements. Nous commencerons donc par une présentation des origines du génocide rwandais, tant du point de vue de l'histoire nationale du Rwanda que dans le contexte géopolitique mondial. Nous aborderons ensuite la Minuar, ainsi que les entraves qui lui ont été imposées tant par les logiques de puissance que par les médias. Enfin, une analyse des différents organes de l'ONU dans le cas rwandais nous permettra de mieux saisir les enjeux géostratégiques des opérations de maintien de la paix et de tirer des leçons de la tragédie rwandaise. Première partie, aux origines du génocide rwandais. Chapitre 1, le Rwanda avant le génocide. Le génocide de 1994 est devenu pour la majorité des observateurs internationaux l'événement central de l'histoire du Rwanda. Les recherches et écrits concernant les événements antérieurs sont très rares, alors que les analyses universitaires et parfois partisanes fleurissent pour traiter du génocide. La politique contemporaine du Rwanda est analysée à l'aune de cet événement majeur. Il n'en demeure pas moins que le Rwanda a un passé très long, essentiel à la compréhension du pays. Nous embrosserons donc ici un tableau rapide qui nous permettra ensuite de mieux comprendre notre sujet, puisque comme l'écrit Bernardin Muzungu, l'étude du génocide lui-même exige de s'interroger sur ce qui a rendu possible cette catastrophe. Contrairement à ce que d'aucuns veulent affirmer, le génocide rwandais n'était pas inévitable et ne reposait pas seulement sur des affrontements tribaux. Ce type d'explication simpliste détourne de la complexité de cette crise humanitaire majeure, qui doit être davantage pensée comme un événement historique construit, ayant des racines tangibles et appréhendables. Son analyse est donc non seulement possible, mais elle est davantage encore nécessaire. Les origines du Rwanda.
Les études archéologiques montrent que le Rwanda est habité depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, même si les premières informations disponibles remontent à la fondation des premiers royaumes claniques. Le Rwanda, en tant que nation indépendante et souveraine, apparaît ainsi sous le règne de Ruganzu Ibwimba en 1312. On peut considérer cette date comme le début de l'existence du Rwanda constitué en nation. Le Rwanda est pendant des siècles une monarchie solide, où le monarque est appréhendé comme un dieu. L'organisation sociale et politique est très hiérarchisée, et l'encadrement social se trouve à certains égards comparable à ce que l'on a connu en Europe jusqu'au XVIIIe siècle. Il est le dernier pays d'Afrique à être colonisé par les Allemands, en 1894. Ces derniers profitent d'une instabilité politique conjoncturelle, due à l'affaiblissement du monarque d'alors. Ils maintiennent une présence très légère au Rwanda, et ne changent pas la structure du royaume rwandais. La centralisation du pouvoir est accentuée sous la colonisation allemande. Après la Première Guerre mondiale, la Belgique y ayant vaincu l'Allemagne avec le soutien de l'Angleterre en 1916, le Rwanda passe sous mandat belge en vertu d'un mandat de la SDN en 1919. Le pays acquiert alors ses frontières actuelles. On considère souvent que le génocide trouve ses racines dans l'affrontement millénaire des deux ethnies Hutu et Tutsi. Pourtant, on ne trouve rien dans ce que l'on sait du passé précolonial qui soit comparable à ce trait du génocide. Avant la colonisation, la différence entre Hutu et Tutsi ne détermine pas des comportements violents. Les deux ethnies coexistent pacifiquement et les mariages interethniques sont nombreux, même si l'origine de chacun est connue de tous. Les conséquences de la colonisation. Lors de la colonisation européenne du Rwanda, la différenciation qui existe dans la société rwandaise entre Hutu et Tutsi retient l'attention des colons. À partir de 1916, le mandat belge sur le Rwanda est une administration indirecte qui reprend les grandes lignes de la colonisation allemande. Un système administratif local est mis en place, les pouvoirs du roi sont limités et des provinces créées. Ce qui est intéressant pour notre étude est que l'autorité belge s'appuie essentiellement sur l'élite Tutsi pour gérer ses nouveaux administrés. Les chefs traditionnels sont destitués et remplacés par d'autres, plus proches des Belges et essentiellement Tutsi. Cette distinction entre Hutu et Tutsi vient du fait que les Belges appréhendent le Rwanda en se basant sur des préjugés physiques et esthétiques. Les Européens ont ainsi une attirance pour les faciès abyssins, longilignes et gracieux, en un mot les Tutsis. Les Tutsis sont considérés comme descendants des Éthiopiens, ce qui doit expliquer l'extraordinaire solidité du système politique tenu par les Tutsis, et qui encadre ce petit pays paradoxalement peuplé de Hutus, traités comme des négroïdes inférieurs. Voilà comment naît le fantasme européen, d'une supériorité des Tutsis sur les Hutus. La distinction est très utile pour les Belges. Les Tutsis étant minoritaires, environ 15% de la population, deviennent le groupe des seigneurs, inféodant les Hutus, alors 85% de la population. Le mandat belge cherche donc à établir, jusque dans le second tiers du XXe siècle, une société féodale très simplifiée qui permette d'exploiter les ressources du Rwanda à moindre frais. Divide et impera. Le basculement d'un simple sentiment de distinction entre groupes à l'affirmation d'une dichotomie raciale réside dans le moment où les Tutsis eux-mêmes intériorisent cette vision ethnique de la société. Ils ont en effet, pour leur part, tout intérêt à adhérer à cette théorie. Se diffuse alors dans la société rwandaise ce sentiment de différence fondamentale entre les deux ethnies. Les Tutsis brandissant la théorie de leur supériorité, les Hutus se crispent sur leur prétendue différence identitaire, mettant en avant leur supériorité numérique. Au Rwanda, selon Jean-Pierre Chrétien, un discours politique moderne s'est imprégné de références ambiguës soulignant la nature héréditaire de groupes sociaux. Les définitions ethniques se trouvent donc à la rencontre des sciences humaines de chaque époque et des opportunismes politiques. Les Tutsis tirent donc dans un premier temps parti de la place prépondérante que le mandat belge leur donne. Bien que minoritaires, ils bénéficient de la grande majorité des places dans les universités, les administrations et l'armée. Mais à partir de 1959, le Rwanda devient une république et face à l'avènement du suffrage universel, les Belges réorientent totalement leur politique. Ils soutiennent alors, de façon opportuniste,
le renversement des rapports de force et supporte les Hutus révolutionnaires dans leur accession au pouvoir. Ceux-ci gagnent les élections de juin 1960. L'indépendance est acquise le 1er juillet 1962 et une nouvelle constitution est adoptée qui accorde, même dans un fonctionnement normal de la démocratie, de très larges pouvoirs au président. Le président est élu au suffrage universel direct et à la majorité simple, ce qui implique nécessairement une domination pérenne des Hutus. Avant de partir, les Belges permettent la mise en place d'une armée Hutu efficace. Dans les dernières années de leur présence au Rwanda, ils attisent plus que jamais les tensions ethniques afin de se retirer en toute discrétion et sans dommage. Le but est de faire diversion, et que l'horreur se trouve désormais dans les exactions que les Hutus et les Tutsis perpètrent les uns envers les autres. L'accession au pouvoir de la majorité numérique Hutu, et par là l'inversion des relations, cristallise davantage encore les oppositions entre Hutus et Tutsis. Avec la politique menée par l'administration belge et poursuivie ensuite, petit à petit, la peur va s'instaurer en mode de fonctionnement dans les rouages de la politique rwandaise. Après des décennies d'oppression, les Hutus utilisent le pouvoir nouvellement acquis pour inverser les rapports de force. De l'indépendance au génocide. Après le départ des Belges du Rwanda, les tensions continuent donc à s'exacerber. En 1961, le président de la République élu est Grégoire Kayibanda. Dès 1964, il développe une rhétorique de fin totale et précipitée de la race Tutsi, accompagnée de politiques largement discriminantes. La notion de race est très présente dans la société rwandaise et porte la menace d'affrontements violents. De nombreux Tutsis fuyant les discriminations et les violences, des émigrations massives se produisent, principalement vers le Burundi mais aussi vers l'Ouganda, la Tanzanie et le Zaïre. Ces flux migratoires sont essentiels pour comprendre la mise en place de rapports de force dans la région des Grands Lacs, à partir de l'indépendance du Rwanda. Des centaines de milliers de réfugiés Tutsis sont alors dans des camps. Entre 1959 et 1973, le nombre de réfugiés rwandais dans les pays voisins est évalué à 700 000. La plupart des Rwandais ayant émigré, mais aussi leurs enfants nés en exil, se disent encore réfugiés près de 20 ans plus tard, en 1990, ce qui illustre l'importance des désirs de revanche et de retour en force au Rwanda. Les tensions ne peuvent donc que progresser. En 1973, un autre Hutu succède au président Kayibanda, le général-major Juvenal Habyarimana. Entre autres mesures, ce dernier crée la gendarmerie dans le but très clair de contrôler les campagnes. Cela étant, son programme des premières années réside dans une politique d'apaisement des tensions ethniques et il se pose comme un rassembleur des groupes sociaux. Les progrès notamment économiques sont nombreux par rapport aux performances des pays voisins. Il fonde le Mouvement révolutionnaire national pour le développement, MRND, qui devient le parti unique en 1975. Celui-ci se veut populaire et compte sur l'enthousiasme des foules. Cela, cumulé avec l'extrémisme de l'entourage du président Habyarimana, l'Akazu ou clan de Madame, conduira à la radicalisation du régime et le retour à une idéologie Hutu. La notion de race est alors reprise et exacerbée au début des années 1990, comme le notent Jean-Pierre Chrétien et Gérard Prunier qui citent le journal Hutu extrémiste Kangura en 1992. L'ethnie est naturelle, la nation est artificielle. Il est à noter que la France s'implique beaucoup plus au Rwanda, au moment où Juvenal Habyarimana arrive au pouvoir. Celui-ci signe un accord de coopération militaire avec la France en 1975. Il est désormais soutenu financièrement et militairement, dans les évolutions qu'il imagine pour le pays. Les tensions au Rwanda atteignent leur paroxysme entre 1990 et 1994, avec un état de guerre civile tantôt latent, tantôt effectif. Le gouvernement rwandais est en situation de guérilla contre le Front patriotique rwandais FPR, sur ses frontières avec l'Ouganda et le Burundi où le FPR s'est réfugié. Le FPR est issu des flux de réfugiés des décennies précédentes, alimentés par la volonté de revanche. Nombre de ses membres, dont Paul Kagame, sont des exilés Tutsis en Ouganda ayant participé à la prise du pouvoir ougandais par Yoweri Museveni en 1986.
Face aux pressions de l'opposition qui considère leur présence comme une ingérence de la part d'étrangers, Museveni écarte rapidement les Tutsis d'origine rwandaise du pouvoir et de l'armée. Chassé d'Ouganda, le FPR va porter toute son attention sur le Rwanda. Une attaque de grande ampleur est menée par le FPR en 1990, mais elle est repoussée par les forces armées rwandaises FAR. Le chef du FPR est alors tué, et Paul Kagame devient son leader militaire. Le conflit se poursuit de manière sporadique dans les 4 années qui suivent. Le gouvernement Hutu crée en mai 1992 les Interahamwe, un mouvement de jeunesse qui est en réalité un ensemble de milices dont le nom peut se traduire par ceux qui attaquent ensemble. En 1993, la garde présidentielle est mise en place, plus extrémiste encore que la gendarmerie. Les mouvements des rebelles Tutsis sont instrumentalisés par le gouvernement pour justifier sa politique discriminante et violente. Pendant ce temps, le gouvernement et le FPR continuent, en apparence, de mener une diplomatie active qui conduit en août 1993 aux accords d'Arusha, qualifiés de marathon par Gérard Prunier du fait de leur complexité. Il prévoit notamment la mise en place d'un gouvernement pluraliste. Ce gouvernement doit être un broad-based government dirigé par Faustin Twagiramungu, un Hutu modéré et dans lequel les ministères sont répartis précisément entre les différentes forces politiques. Les accords d'Arusha prévoient également le déploiement d'une force internationale sous mandat de l'ONU pour aider à leur mise en place. Mais en secret, et grâce au temps que les accords d'Arusha leur permettent de gagner, les deux parties se préparent à l'affrontement. La tension monte encore d'un cran, lorsque le président Melchior Ndadaye du Burundi, d'origine Hutu, est assassiné le 21 octobre 1993 par des rebelles Tutsis. La proximité entre les deux pays est grande puisqu'ils connaissent les mêmes tensions ethniques et ont des histoires politiques récentes comparables. Les extrémistes Hutus rwandais utilisent donc cet événement dramatique pour pointer du doigt le danger que les Tutsis représentent pour leur propre pays. En coulisses, l'aile extrémiste du MRND importe des armes, forme des hommes au combat et prépare secrètement le génocide. Des listes de noms sont établies par les bourgmestres et les prêtres pour identifier les Tutsis dans les communautés villageoises, afin d'accélérer la réalisation du génocide le jour venu. Ce jour arrive le 6 avril 1994, lorsque l'avion du président Habyarimana est abattu au-dessus de Kigali. La lumière n'a pas encore totalement été faite quant aux responsabilités dans cet attentat. Le rapport du juge français Bruguière en 2006 accuse le président du Rwanda, Paul Kagame, d'avoir pris part à l'attentat qui a causé la mort de Juvénal Habyarimana. Des soupçons quant à l'impartialité de l'enquête du juge Bruguière sont rapidement apparus, avec notamment l'article « Enquête sur la mission du juge Bruguière » de Patrick de Saint-Exupéry le 27 novembre 2006 paru dans Le Figaro. Il est donc important de souligner le rapport postérieur d'un second juge d'instruction, le juge Trévidic, en janvier 2012. Celui-ci, se basant sur une enquête acoustique et balistique, établit que les tirs qui ont abattu l'avion présidentiel le 6 avril 1994 n'ont pu provenir de la colline tenue par le FPR, contrairement à ce qu'affirmait jusqu'ici l'État français. Que les Tutsis aient abattu l'avion ou que les Hutus extrémistes aient voulu faire croire qu'ils l'avaient fait pour justifier le génocide, le Hutu Power déclenche les premiers meurtres dans les rues de Kigali au soir du 6 avril. Ces massacres sont alors poursuivis par les milices Interahamwe, puis par la population préalablement formée. Chapitre 2 – Géostratégie et aveuglement international. La communauté internationale et les interventions humanitaires. L'ordre mondial dans la guerre froide, 1945 à 1987. Pendant la guerre froide, le rôle des Nations Unies a été largement relativisé par l'affrontement entre les deux blocs. Comme le note Maurice Flory, pendant 40 ans, l'ONU, paralysée par la division bipolaire, s'est trouvée dans l'impossibilité d'utiliser les instruments confiés au Conseil de sécurité pour le maintien ou le rétablissement de la paix. En effet, l'antagonisme entre les États-Unis et l'Union soviétique débouche sur un blocage du Conseil de sécurité qui confère aux membres permanents un droit de veto, paralysant lorsque les deux grandes puissances s'opposent puisque pour autoriser une intervention relevant de l'article 42 de la Charte permettant l'emploi de la force,
il faut qu'aucun veto ne soit posé. Or, c'est le Conseil de sécurité qui a les pouvoirs les plus larges en matière de maintien de la paix. Dans les années de guerre froide, les conflits d'intérêts ne permettent donc pas de résoudre les crises qui se succèdent, donnant à l'ONU une image d'impuissance en la matière. Pendant ces années de blocage où l'ONU a travaillé à la marge, les opérations menées par l'ONU sont hors des cadres prévus par la Charte. Ces missions, très diverses dans leurs moyens et dans leurs buts, ne sont déterminées par aucun texte. Elles ne relèvent ainsi ni du chapitre 6, ni du chapitre 7 de la Charte mais peuvent aller jusqu'à l'intervention armée, comme en 1960 à 1964 au Congo où une mission de l'ONU est déployée. Il est important de noter que ces missions reposent sur le consentement des parties, et ne sont issues que de simples recommandations. Il n'est donc pas encore question des opérations de maintien de la paix postérieures à la guerre froide, c'est-à-dire en réaction à des crises humanitaires majeures et sans la nécessité du consentement des États concernés. À partir de 1964, un accord entre les deux grands met un frein à ces opérations menées hors cadre par l'ONU, qui reste alors en retrait jusqu'à la chute de l'URSS au cours de la guerre froide. D'un point de vue normatif, la communauté internationale va vers une reconnaissance de la légitimité des interventions à la demande d'États alliés, mais considère comme illégitime toute intervention allant à l'encontre des intérêts des gouvernements en place. Cette doctrine s'impose car le droit international repose sur le principe de souveraineté des États. Toute intervention militaire, pour être juridiquement acceptable, doit donc se faire à la demande ou avec l'accord de l'État sur le sol duquel l'intervention se fait. Le nouveau rôle du Conseil de sécurité à la fin de la guerre froide, 1987 à 1991. Avec l'ouverture orchestrée par Mikhaïl Gorbatchev en Union soviétique, le rôle des Nations unies est pourtant revalorisé, notamment au travers d'un texte de 1987 dans lequel Gorbatchev appelle de ses vœux un Conseil de sécurité capable de mener à bien les missions que lui confie la Charte. En 1988, un texte du gouvernement soviétique demande une extension des capacités de l'ONU en matière de maintien de la paix. Selon Pierre Asner et Roland Marshall, le changement de position soviétique et la réponse constructive de l'administration américaine ont permis une série d'initiatives de l'ONU, et le règlement de conflits importants de la guerre froide. Afghanistan, Cambodge, Salvador, Nicaragua, Guatemala, Mozambique. À l'été 1990, une crise internationale majeure se présente. Elle teste la capacité de réaction nouvelle de l'ONU. L'Irak envahit le Koweït, et le Conseil de sécurité est très rapidement réuni pour tenter d'adresser une réponse forte à cette invasion. Plus d'une dizaine de résolutions sont alors adoptées, grâce à l'absence de tout veto au sein du Conseil de sécurité. Ces résolutions condamnent l'invasion irakienne mais vont plus loin encore, puisque des sanctions sont adoptées et un embargo aérien est décrété sur l'Irak. L'utilisation de la force est en outre autorisée, même si les troupes ne sont pas sous commandement direct de l'ONU mais demeurent sous la direction de leur pays d'origine. C'est alors la première intervention à but humanitaire, issue d'une décision du Conseil de sécurité selon les critères de la Charte de 1945. La protection humanitaire des Kurdes irakiens, des minorités irakiennes et le désarmement du gouvernement de l'Irak sont devenus des précédents notables en termes de potentialité pour le Conseil de sécurité. Pour la première fois, l'ONU s'implique dans une guerre civile, et le succès de l'opération en Irak débouche sur une période d'euphorie qui va durer jusqu'en 1993. En un peu moins de 3 ans, l'ONU décide de 15 nouvelles opérations de maintien de la paix, contre 17 au cours des 46 années précédentes. Les interventions menées sous l'égide de l'ONU sont néanmoins rapidement considérées comme trop violentes et en inadéquation avec les besoins réels. Peu à peu, les missions d'intervention ne sont plus seulement militaires, elles revêtent un caractère plus large. Pour résoudre les crises qui ont toujours des racines anciennes, une approche historique et sur la longue durée est nécessaire. Les déploiements de l'ONU se font donc également civils. En outre, les interventions ne relèvent pas de l'article 43 de la Charte qui prévoit. Tous les membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées,
l'assistance et les facilités nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les États sont en effet très réticents à confier à l'ONU la gestion de leurs troupes. Ils s'engagent dans des opérations sous mandat de l'ONU, mais en restant maîtres de leur contingent. Cela a donné lieu à de nombreuses réserves, puisque les forces ainsi déployées peuvent prêter le flanc à des critiques quant à leur neutralité. Les théâtres d'intervention sont nombreux, et les États n'ont parfois tout simplement pas intérêt à intervenir, ce qui entrave notablement le rôle de garant du maintien de la paix que joue le Conseil de sécurité. C'est ce que nous verrons dans le cas du Rwanda, où les puissances occidentales n'avaient pas suffisamment d'intérêt à défendre pour s'impliquer, et où la France avait des positions trop troubles pour que son opération turquoise soit exempte de critiques. Voilà pourquoi, au début des années 1990, une réorientation des opérations onusiennes a lieu. On favorise alors les opérations pacifiques, mais les crises internationales majeures vont s'accumuler qui nécessiteront le concours de l'ONU. L'impact de l'intervention en Somalie, 1991 à 1995. L'un des handicaps majeurs de l'ONU au sortir de la guerre froide réside dans le rôle, très éloigné des principes fondateurs de la Charte, que l'organisation a joué depuis sa création en 1945. En effet, la mentalité de l'ONU dans les opérations de l'après-guerre froide vient en ligne directe de celle qu'elle a acquise pendant le condominium des deux grands. Avec la fin du bipolarisme, la communauté internationale nourrit l'espoir d'un nouvel ordre mondial. Le nouvel agenda pour la paix, de Boutros Boutros Ghali, présenté le 17 juin 1992 par le secrétaire général, entend remettre à l'ordre du jour les principes de la Charte dans ces domaines qui ont été mis en sommeil tout au long de la guerre froide. Il affirme ainsi que l'organisation ne doit plus jamais être handicapée, comme elle l'a été pendant une période maintenant révolue. Après la fin des vétos systématiques de la guerre froide, Boutros Ghali est convaincu que le Conseil de sécurité est devenu un instrument central dans la prévention et le règlement des conflits aussi bien que dans la préservation de la paix. Le concept de souveraineté de l'État est réaffirmé, mais la souveraineté absolue et exclusive n'est cependant plus de mise. Boutros Ghali propose 3 moyens d'action pour l'ONU. La diplomatie préventive, le rétablissement de la paix et le maintien de la paix. Il appelle également à un élargissement des possibilités d'intervention aux États qui n'y ont pas consenti. L'ONU déploie 2 missions en Somalie, l'UNOSOMI en 1991 et l'UNOSOM2 en 1993, suivie par l'UNITAF, une mission de soutien. Cette opération dirigée par les États-Unis est importante, car elle est la première autorisation donnée par le Conseil de sécurité afin d'intervenir militairement sous un mandat de chapitre 7, dans un pays dont le gouvernement n'a pas réclamé de présence internationale. En réalité, les pays représentés à l'ONU ne souhaitent pas établir un nouveau précédent d'ingérence dans les affaires domestiques d'États souverains sur des thèmes humanitaires. Les décisions prises le sont donc en affirmant catégoriquement que la Somalie n'a pas de représentant valable, ce qui signifie qu'elles ne pourront faire jurisprudence pour des immixtions ultérieures. Le Conseil de sécurité prend donc soin d'affirmer que le cas somalien ne constitue pas une violation de l'article 2 paragraphe 7 de la Charte stipulant notamment que aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.